La première chose dont elles ont besoin, c'est en fait d'infos. C'est savoir un peu comment elles vont être mangées. On a un article qui est dédié à l'actualité du marché de l'énergie. Donc du coup, toutes les semaines, on le remet à jour, on le remonte. On est passé de 2 articles à peu près par mois à 2 par semaine. Et en ayant effectivement à chaque fois un objectif sur un mot-clé ou un champ lexical clé. Généralement, on se donnait 2 mois. La saisonnalité, c'est important et ça permet de planifier, de faire un planning éditorial à l'avance. On aura tendance à penser que si c'est du B2B, les entreprises elles sont derrière un écran d'ordinateur quand elles viennent sur notre site. La première chose qui tombe chez nous, c'est de l'informationnel. Et donc l'informationnel, c'est souvent sur mobile. Bienvenue dans le Market du succès, le podcast qui vous offre un accès exclusif aux experts marketing les plus reconnus et réputés en France. Découvrez leurs expériences, recevez des conseils concrets et des stratégies de pointe pour briller en ligne. Abonnez-vous pour passer de la théorie à l'action. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue au podcast Le Market du succès de SEMrush. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler en fait de quelque chose qu'on parle pas beaucoup, non, que c'est le secteur de l'énergie. Et c'est quelque chose que les gens, surtout quand on est marketeur comme nous, c'est peut-être pas un secteur qu'on connaît beaucoup. Donc, je suis vraiment contente de t'accueillir sur le podcast pour parler de ça. Donc, si jamais, avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter Optima Energy? Bien sûr. Alors, moi, je suis Clément Dreval, je suis le responsable marketing et communication d'Optima Energy. Optima Energy, c'est un cabinet conseil en stratégie énergétique pour les entreprises. Pour faire simple, on s'occupe de l'achat énergétique des entreprises et de tout ce qui va leur permettre de maîtriser leur consommation. À la fin du le but du jeu, c'est de réduire leur facture. Ok, super intéressant. Et aujourd'hui, en fait, on va parler beaucoup de marketing digital, mais surtout, on va se centrer sur le SEO. Non, on va parler un petit peu des enjeux SEO qu'on peut retrouver dans ce domaine. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de quels sont les enjeux qu'ont les marques qui traitent de l'énergie au niveau marketing? Alors, le secteur d'énergie, en fait, c'est un secteur qui est assez complexe. Déjà, oui. De base, c'est pas un secteur qui est forcément très connu de la part des entreprises. C'est déjà le cas pour les particuliers, mais pour les entreprises, c'est tout aussi vrai. Donc, il y a déjà un gros besoin d'information, en fait, purement. Et ensuite, le secteur de l'énergie, c'est un secteur qui est très impacté par l'actualité géopolitique, soit du pays où vous vous trouvez. Donc en France, il y a le gouvernement qui peut avoir des solutions, des nouveautés sur la partie énergétique. Et puis, quand il y a des troubles dans le monde, ça impacte assez régulièrement le secteur de l'énergie et donc potentiellement la facture énergétique in fine des entreprises. Et du coup, ça pose tout un tas de questions à ces entreprises. Donc la première chose dont elles ont besoin, c'est en fait d'infos. C'est savoir un peu comment elles vont être mangées. Globalement, quand il y a quelque chose qui bouge. Donc surtout, par exemple, parce que tu as quelques exemples que tu pourrais nous montrer de ces impacts géopolitiques ou économiques. Alors, on vous cachera pas qu'il y a une crise énergétique il y a pas très longtemps, qui se poursuit un peu, même si elle est en train quand même de se réduire. Donc elle a été multiple, cette crise. Il y a eu la crise en Ukraine, bien évidemment, mais on avait déjà des prémices avant la guerre en Ukraine, puisqu'il y avait des problématiques, en tout cas pour la France, au niveau de la production nucléaire, puisqu'il y avait des pannes, il y avait des problématiques de fissures dans certains des réacteurs, donc il fallait réparer. Du coup, on n'a pas pu faire tourner ces réacteurs. Donc du coup, ça nous a baissé la production. Donc du coup, si ça baisse la production, fatalement, ça a fait augmenter le prix de l'énergie derrière. Et il y a eu un gap monstrueux en août 2022 où il faut savoir qu'avant la crise, on était autour de 60-80 € le mégawattheure et là, on a eu 1000 € le mégawattheure au mois d'août. Donc, ça n'avait absolument rien à voir. Du coup, effectivement, il y avait eu un gros besoin d'informations parce qu'il y a eu des aides, il y a eu tout un tas de propositions de la part du gouvernement qui ont été mises en place. Et donc, comment les entreprises vont bénéficier du bouclier tarifaire, de certaines aides, comment elles vont pouvoir renégocier leurs contrats, etc., etc. Et tout ça, ça a demandé effectivement en termes de marketing, en termes de communication, de diffuser de l'information, de la vulgariser, puisque l'énergie était un sujet, comme je le disais tout à l'heure, pas très connu, pas très impactant directement pour les entreprises. J'ai tendance à dire que l'énergie, c'est comme l'eau. C'est que tant que ça coule, tout va bien. Personne s'en souciait. Et dès qu'on a vu que ça commençait à être un peu compliqué, que ça arrive jusqu'à avoir de la lumière, là, les entreprises se sont inquiétées. Il y a eu un peu panique à bord, faut être très clair. Et donc, il a fallu les rassurer, leur expliquer comment ça allait changer.
et comment on allait pouvoir aussi négocier pour eux leur contrat et avancer là-dessus. Donc, quel serait un petit peu dans le rôle, par exemple, d'une entreprise comme la tienne, ou bien surtout dans les techniques marketing et SEO, pour pouvoir informer, j'imagine, ces personnes, non, lors de ces changements? Bien évidemment, le blog, ça reste un peu le cœur du réacteur de la politique SEO sur de l'informationnel. Donc on va beaucoup travailler sur un certain nombre de mots-clés de niche, parce que ça concerne les entreprises, parce que le secteur de l'énergie, forcément, ça concerne, il y a un très grand nombre de requêtes qui sont liées aux particuliers. Okay. Donc il faut réussir à se dissocier de toutes ces requêtes qui sont dédiées aux particuliers pour parler aux professionnels. Globalement, les mêmes inquiétudes, les mêmes problématiques, mais on n'a pas les mêmes réponses, fatalement. Donc du coup, il va falloir déjà dissocier ça, donc cibler, ça, on part sur le ciblage de certains mots-clés, et ensuite on va faire du maillage interne au sein de notre propre site, donc sur les solutions qu'on propose, mais aussi sur toutes les autres informations qu'on a pu formuler, et on va actualiser régulièrement un certain nombre et mettre à jour un certain nombre d'articles qui sont des articles qui, de fait, vont bouger. Nous, par exemple, on a un article qui est dédié à l'actualité du marché de l'énergie, donc du coup, toutes les semaines, on le remet à jour, on le remonte, et c'est l'article qui est le plus vu sur tout notre site, qui génère, je crois, à peu près 40% du trafic. Donc c'est énorme, et c'est parce que il répond à l'actualité de l'instant T, qu'on le réactive continuellement. Donc il va y avoir vraiment cette importance de réactualiser les choses, de réagir à l'actualité, et de cibler les mots-clés, et ensuite de faire le maillage qui va aller derrière. On va faire du champ lexical pour être très, 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 très simpliste. Et donc, on va travailler sur tous les mots-clés qui vont... donc, si on prend, par exemple, je ne sais pas, moi, problème sur les réacteurs nucléaires, ou en tout cas, on va travailler nucléaire, on va travailler ce qui s'appelle chez nous l'AREN, qui est un système de contrats d'offres sur le nucléaire. On va parler de l'écrêtement, qui est un autre système qui va avec. On va parler d'EDF, on va parler de certains acteurs, etc. On va parler de tout ça, on va parler des problèmes géopolitiques. Et ça, c'est tout un tas d'articles qui, mis bout à bout, forcément, vont grossir votre mot-clé principal que vous vouliez mettre en avant. Donc voilà sur les tips principaux qu'on va faire sur de l'informationnel, et après clairement c'est du benchmarking, et c'est de la veille, de la veille constante sur ce qui se passe. Nous on est constamment en train de regarder ce que dit le ministre de l'énergie, de l'écologie, le gouvernement, parce que toutes les semaines quasiment ils ont une annonce. Et donc, ça a un impact forcément sur les questionnements des clients. Si j'avais peut-être pour prendre un peu de recul, parce qu'on en avait discuté avant, mais pas sur le podcast, mais j'aimerais bien en discuter un petit peu, tu m'avais raconté en fait que vous avez fait un petit changement de positionnement dans la marque. Mais j'aimerais bien passer un petit peu sur... Ouais. Raconter cette histoire, parce que je trouve super intéressant. Alors, Optima Energy, à la base, on est un courtier en énergie. Donc, le travail d'un courtier en énergie, c'est la même chose que pour un courtier immobilier, etc. Son travail, c'est d'aller questionner des prestataires, des fournisseurs d'énergie, en l'occurrence, pour le compte d'un client, avoir le retour de leurs offres de fourniture, et proposer, du coup, comparer ces offres et proposer la meilleure offre au client. Donc ça, c'est le travail d'un courtier assez classique, sauf que nous, seul dans le domaine de l'énergie. Bon. Ça, c'était le cœur de métier d'Optima Energy. Mais le problème, c'est que quand il y a eu la grosse crise en août 2022, les fournisseurs, ils ont fermé. Ils ont arrêté de proposer des contrats parce que les prix étaient tellement chers qu'ils ne pouvaient plus proposer de contrats. Donc du coup, ils ont arrêté. Donc du coup, nous, comme on est un tiers entre le client et le fournisseur, du coup, forcément, ça a raréfié notre service. Donc du coup, on s'est étendu sur un autre champ d'application qui est la maîtrise de la consommation. Parce qu'il y a effectivement bien négocier son contrat. Ça, c'est la première chose à faire pour baisser sa facture d'énergie. Et puis la deuxième chose, c'est assez basique, c'est réduire sa consommation. Et donc là, on a travaillé effectivement des nouveaux services donc, qui sont liés aux centrales solaires, par exemple, au montage de projets, à avoir aussi les subventions de certificats d'économie d'énergie, des audits énergétiques. Et comme on a étendu notre offre de service, on a changé de positionnement, de fait. Et donc, plutôt que de se faire appeler simplement courtier,
puisqu'on a engrangé des nouveaux services. Désormais, à partir de ce moment-là, à partir de septembre 2022, on est devenu un cabinet conseil en stratégie énergétique. Pour bien faire comprendre qu'effectivement, on prend un ensemble de services. On propose un ensemble de services qui n'est pas simplement l'achat. Même si, soyons très clairs, ça reste notre cœur de métier et celui avec lequel on travaille le plus. Mais on s'étend sur d'autres champs d'application. Et donc, du coup, là-dessus, ça a donné de fait des nouveaux mots-clés, des nouvelles informations, des nouveaux services qu'il fallait prôner et mettre en avant. Donc, on a travaillé effectivement toute la question des centrales solaires pour les entreprises. Et on est allé aussi plus finement sur des secteurs de niche par rapport aux problématiques propres à certains secteurs. Par exemple, l'agriculture. Les agriculteurs, on le sait tous, ils ont très souvent de plus en plus des trackers solaires. Et donc du coup, eux, c'est un peu un cas spécifique, typiquement leur problématique sur les centrales solaires. Ce qui ne va pas être la même pour effectivement, je sais pas moi, un supermarché, un hypermarché qui a des mètres carrés de parking, qui doit mettre des ombrières solaires, etc. On n'est pas sur les mêmes problématiques. Donc du coup, on a fait aussi, non seulement on a parlé de centrales solaires, mais on a parlé de centrales solaires pour tel type de secteur d'activité, pour bien répondre à leurs problématiques à eux. Donc là encore, c'est vraiment, on part du sujet principal et on fait un maillage tout autour d'autres sujets pour le nourrir lui, et donc qui remonte et qu'on arrive à remonter dans le ranking de Monsieur Google. À part de cette partie SEO, quels auraient été les autres un peu canaux que vous avez utilisés pour pouvoir présenter cette nouvelle, ce repositionnement de la marque? Les réseaux sociaux, bien évidemment. Alors, on fait du B2B, donc de fait, LinkedIn, c'est un peu notre première arme, finalement, pour bien présenter les choses. Donc, on a pas mal travaillé les success stories. Donc, avoir effectivement des clients qui parlent de l'accompagnement qu'ils ont eu grâce à Optima Energy. Et du coup, effectivement, pouvoir nourrir cette information-là. Donc, on a beaucoup travaillé des formats vidéo, des formats d'infographie, pour expliquer, là encore, comment ça fonctionne. Si je reprends la partie centrale solaire, c'est... au bout de combien de panneaux ça devient rentable d'avoir une centrale solaire? On se pose toujours cette question. On se la pose toujours. Même pour une maison, tout le monde se pose cette question. C'est combien il va falloir que je mette de panneaux sur ma maison pour savoir si je vais être autosuffisant. Spoiler alert, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut que vous ayez des bonnes batteries. Parce que forcément, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes au travail, c'est le moment où il y a le plus de soleil. Donc voilà. Bon, alors, c'est l'inverse pour les entreprises, donc c'est tant mieux pour elles. Elles travaillent en journée, donc ça marche mieux. Mais donc du coup, on a beaucoup travaillé effectivement toute cette partie réseaux sociaux. Et après, c'est un travail effectivement relations presse qu'on a fait aussi, pour effectivement mettre en avant ces nouveaux services et ce nouveau un peu paradigme qui était effectivement de l'évolution du marché de l'énergie et l'évolution des acteurs du marché de l'énergie comme Optima Energy vers effectivement plus de services et une offre plus large que simplement la négociation de contrats en fait. Voilà. Et quelle a été un peu la réaction de la communauté, de ceux qui vous suivaient déjà ou de vos clients à ce repositionnement? Ça a été très naturel, parce que ça va vraiment de soi. Comme je dis, une fois qu'on a parlé de l'achat, la deuxième solution pour réduire ta facture, c'est de maîtriser ta conso. Donc à partir du moment où on te propose des solutions, c'est assez logique. C'est simplement que nous, on s'est permis de les packager pour pouvoir faire une offre soit complète, soit en option, en fonction vraiment des besoins. Si l'entreprise avait déjà un contrat d'énergie efficace, qu'elle avait peut-être même fait avec un concurrent, c'est arrivé, c'est pas grave en fait. S'il a un bon contrat d'énergie, on va pas lui dire de le casser pour le plaisir. Par contre, peut-être mettre des panneaux solaires ou est-ce que tu as bien monté ton dossier de certificat d'économie d'énergie pour avoir les subventions qui vont avec. Là on apporte, donc c'est le côté consulting au sens pur du terme, c'est-à-dire on est là vraiment pour conseiller les clients et les entreprises, et notamment les industriels. Et en revenant un petit peu sur le sujet du positionnement SEO, de ces mots-clés informationnels,
quelle est la stratégie un petit peu que vous avez utilisée pour un peu sortir du lot, non? Parce qu'il y a beaucoup de compétition, de concurrence sur la partie énergie. Ouais. Comment est-ce que vous avez... La production. Ok. Ok. Alors c'est assez basique, hein, mais effectivement, on est passé de 2 articles à peu près, ou en tout cas pages produites et publiées par mois, à 2 par semaine. Ouais. Donc effectivement, et en ayant effectivement à chaque fois un objectif sur un mot-clé ou un champ lexical clé pour le travail. Et généralement, on se donnait 2 mois, 2 voire 3 mois sur certains mots-clés un peu plus importants, pour continuer à alimenter. On a alimenté aussi d'autres sujets, mais pour continuer à alimenter. Donc effectivement, forcément, déjà, la première chose, ça a été une récurrence et une périodicité beaucoup plus récurrente, excusez-moi, pour effectivement gonfler ça. Et on a été aussi aidé par notre réseau de franchise, puisque dans le même temps, on a créé un réseau de franchisés qui, de fait, avec l'aide des relations presse qu'ils ont eues, et aussi simplement le bouche à oreille, tout simplement, fait que forcément ça a agrandi le trafic sur le site internet, la visibilité d'Optima Energy, et donc forcément le ranking de nos articles par rapport à certaines requêtes. Donc ça a été vraiment un ensemble entre, on va dire, l'inbound marketing assez classique et le référencement naturel, et puis effectivement le côté plus commercial, relationnel avec des nouveaux clients, etc. Et bien évidemment qu'on a aussi une partie SIA qui est sur des mots-clés. Alors là, pour le coup, des mots-clés commerciaux, au sens où là, l'objectif du SIA pour nous, c'est de faire de la conversion. Donc là, on est vraiment sur des mots-clés qui sont des requêtes où le client est déjà dans un cycle d'achat assez avancé, et où donc il faut qu'on arrive à l'attraper à ce moment-là pour en faire un prospect, un MQL derrière. Voilà, pour pouvoir les convertir. Super intéressant. On avait parlé un petit peu aussi dans notre pré-interview de la saisonnalité. Oui. Et je trouve super intéressant, en fait. J'aimerais bien comprendre un peu la saisonnalité dans l'industrie de l'énergie, mais comment est-ce que ça peut affecter notre stratégie SEO? Et comment est-ce qu'on peut en prendre avantage, surtout? Alors, de toute manière, le SEO, c'est sûr que, on le dit souvent, c'est du temps long. Généralement, pour que vous gagniez des positions sur un mot-clé donné, ça ne va pas être tout de suite. Donc forcément, ça demande une certaine anticipation. Et il se trouve qu'effectivement, dans l'énergie, il y a des marronniers. Donc ça, c'est assez pratique, il faut se le dire, et donc on va pouvoir se positionner. Typiquement, vous vous doutez bien que, je reviens encore sur mes centrales solaires, mais les centrales solaires, vous vous doutez bien qu'il y a fort à parier qu'à partir du mois d'avril, du mois de mai, il y a un peu plus de requêtes sur ces questions-là que quand on est en novembre-décembre. Donc déjà, de fait, on sait qu'on va se positionner là-dessus. On sait aussi qu'il y a des annonces gouvernementales qui arrivent à un certain rythme dans l'année. Typiquement, je vais vous parler du TRV, donc le tarif réglementé de vente de l'électricité, donc à un prix fixé par l'État. On sait que tous les ans, en février et généralement en juillet et août, l'État réaugmente ce tarif. Ouais. Voilà. Donc on sait que ça va, on sait. Alors après, on ne sait pas toujours de combien, donc on va y avoir un peu de teasing sur ce sujet-là, mais on sait qu'à un moment donné, de toute manière, en janvier-février, d'ailleurs c'est le cas, le TRV a augmenté là au 1er février, et donc voilà. Et donc là, on sait que c'est une information qu'il va falloir soit qu'on anticipe, parce que ça peut être très pratique de dire attention à nos clients, à nos prospects, attention, il va y avoir une augmentation sur telle taxe, sur tel champ d'application de votre contrat d'énergie. C'est le moment d'anticiper, c'est le moment de faire appel à un conseiller pour vérifier s'il n'y a pas une opportunité aujourd'hui à changer, à renégocier votre contrat. Donc on va travailler là-dessus. On va travailler aussi sur les, comme on le disait, les problématiques, ou en tout cas les problématiques qu'il y a eu sur les centrales nucléaires. Donc on va suivre aussi l'évolution de ça et des annonces qui sont faites. Et là, typiquement, par exemple, toujours sur le champ nucléaire, on a Superphénix qui doit très 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 prochainement démarrer au sens de production. Donc on sait que normalement, ça va faire un appel d'air pour la production énergétique. Donc
Et on sait que voilà, les annonces sont pour ce premier trimestre, donc on a quelques cartouches d'avance sur ce sujet-là parce qu'on sait qu'on va y avoir droit. Ouais, la saisonnalité c'est important et ça permet de planifier, de faire un planning éditorial à l'avance, même si on sait que il va falloir de temps en temps le changer parce que l'actualité, voilà, s'il y a une guerre qui arrive à un endroit, on peut pas trop la prévoir a priori, donc il va falloir réagir à ce moment-là. Mais il y a une saisonnalité, c'est assez important d'en prendre conscience et là encore de mettre à jour ce qu'on a déjà fait. Parce que s'il y a une saisonnalité, il y a fort à parier que sur votre site internet, vous en avez déjà parlé. Oui. Il y a très très fort à parier que vous en avez déjà parlé. Donc des fois, c'est pareil. Est-ce que les articles qu'on a qui sont dans le fin fond du blog, est-ce qu'il faut les remettre à jour ou est-ce qu'ils sont complètement caducs et puis on les laisse vivre mais on en refait d'autres pour réactualiser quelque chose ou pour vérifier s'ils sont sur le bon mot-clé. Parce que comme c'est des vieux articles, ils sont peut-être plus rankés ou quasiment pas rankés. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment ça a vraiment un intérêt de les remettre en avant? Peut-être pas. Peut-être repartir d'une page blanche et recommencer à expliquer la même chose avec l'actualité du moment. Tu parlais aussi un peu de réutiliser et actualiser des articles de blog. Quelle est un petit peu la pratique que vous avez pour ce recyclage de contenu? Est-ce que vous avez une pratique de recycler, de prendre des contenus de longue forme pour recycler en contenu de plus petite forme ou travailler un peu dans un style de content flywheel où est-ce qu'on utilise un long contenu? Non, c'est plutôt l'inverse. On est plutôt dans le sens inverse. On est plutôt à reprendre des articles qui sont plutôt courts ou en tout cas pas forcément pas suffisamment détaillés et à redonner du contenu dessus. On s'est aperçu, en tout cas sur les articles qui fonctionnent le mieux, sont effectivement, paradoxalement, on peut se dire, par rapport aux habitudes de lecture globale qu'on a sur Internet, paradoxalement, celles qui rankent le mieux, c'est celles qui ont le plus de contenu. Et qui ont plus de contenu diversifié. C'est-à-dire que là, on s'en aperçoit de plus en plus là, sur les 3-4 derniers mois. C'est-à-dire, quand je dis du contenu diversifié, c'est qu'il y ait des tableaux, il y ait effectivement du texte et de l'information textuelle, il y ait de la FAQ, bien évidemment. Il y a un énorme travail, on en parlera, mais nous on travaille avec une agence, il y a un énorme travail sur tout ce qui va être métadescription, best title, etc., pour effectivement bien être positionné, donc il y a un gros travail là-dessus. Mais il y a effectivement un travail sur ne serait-ce que l'article en lui-même, comment il est composé, comment vous l'avez coupé au niveau des CTA que vous allez mettre, parce que bien on fait tout ça, pour que la lecture se fasse aussi le mieux possible. Donc on a plutôt tendance à en rajouter. C'est intéressant. Normalement, ils nous disent de faire à l'envers. On a plutôt tendance à en rajouter. Néanmoins, on a... alors c'est un peu... on n'est pas à faire du duplicate content, mais en tout cas, on va parler effectivement forcément de sujets qui sont aussi dans d'autres articles qui sont spécifiques. Alors qu'on a généralement un article très très long, qui est très très badass, et on a plein d'articles annexes qui vont être beaucoup plus courts et qui vont être simplement sur une information. Finalement, qui vont être un paragraphe du gros article. Exactement. Non, normalement, c'est ce qu'on fait, mais bon, c'est intéressant. Tu as déjà fait un petit spoiler, mais là, je voulais rentrer un peu dans un détail que je trouve que c'est important, parce qu'en fait, cette stratégie SEO, bien sûr, vous l'avez travaillée, mais vous vous êtes appuyé d'experts. Bien sûr. Vous vous êtes fait accompagner par une agence experte. Donc, est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu dans ce processus de tout d'abord trouver cette agence, de commencer à travailler et qu'est-ce qu'ils ont apporté à votre stratégie? Donc, nous, on a engagé une agence. J'ai le droit de dire le nom? Bien sûr. J'ai le droit de dire le nom. Donc, Eskimos. Salut les gars. Donc, parce qu'on est très très contents d'eux. Ouais. On a de très belles perfs grâce à eux. Donc, on les remercie. Et en fait, donc on a commencé effectivement à travailler vraiment ardemment le SEO en deuxième semestre 2022. Donc avec le changement de positionnement, etc. Et ça, on l'a fait manuellement, tout seul, comme des grands. Mais on est arrivé un peu où on savait que ça avançait pas assez vite, quand même, malgré tout. Et donc, du coup, on voyait bien qu'on avait des problèmes aussi techniques purs et durs sur le site internet, des ralentissements, des choses qui pénalisaient
grandement le ranking de nos pages. Et donc, du coup, on a pris la décision, effectivement, d'avoir un expert qui nous accompagne. Eskimos, tout simplement parce que j'ai déjà travaillé avec eux dans d'autres vies, et où on a aussi cartonné. Donc, c'était un peu sûr, parce qu'ils ont une méthodologie qui est effectivement qui est parfaite, et ils ont une vue assez précise, effectivement, de la partie technique, donc de tout le back-end du site internet, de tout ce qu'il faut améliorer. Donc ça, c'est hyper précieux, parce que pour le coup, nous, on est une PME, on est une petite entreprise de 20 personnes, de 20 salariés. Donc forcément, il y a des expertises qu'on n'a pas, et notamment sur l'expertise de développement de site internet, il est généralement externalisé. Bien sûr. Donc on a besoin effectivement d'une vision externe pour nous dire, attention, dans le code, il y a tel et tel problème, vous avez 3 fois le menu qui est répété dans la métadescription, parce que vous avez le menu vous avez le menu officiel du desktop, vous avez le menu du mobile, vous avez le sous-menu du footer, et donc du coup effectivement en métadescription dans le code de la page, c'est trop lourd, donc il faut changer ça. Et donc ouais, Eskimos, beaucoup de travail sur déjà l'audit, il y a déjà un premier travail d'audit et aussi de compréhension de nos besoins. Ouais. Donc tout de suite, on va passer sur quelque chose de très formateur aussi pour les équipes internes marketing. C'est quels sont les besoins qu'on a, quels sont les mots-clés qu'on veut viser, quels sont les sujets qu'il va falloir aborder, qu'il va falloir traiter, quel est le positionnement des concurrents sur ces mêmes mots-clés. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se batailler sur ce mot-clé-là, sachant qu'on a des concurrents qui sont extrêmement forts dessus et qu'il va falloir vraiment faire que ça si on veut avoir une chance de gagner des positions. Alors ça peut être une stratégie, mais des fois c'est pas forcément aisé. Et donc effectivement Eskimos nous a aidé à bien construire notre stratégie SEO de référencement naturel sur les sujets qui nous importaient, pour effectivement qu'on grossisse notre champ lexical. Et en plus, ils font de la production de contenu, ils nous aident sur la production de contenu, ils nous aident à corriger à optimiser nos pages. Et ça, effectivement, c'est un vrai appui hyper important, et je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Une entreprise ne peut pas se passer, ou très difficilement, à moins d'avoir des ressources internes très très staffées. Ça me paraît vraiment difficile. Il faut un regard externe pour voir toutes les problématiques et surtout toutes les nouveautés aussi que notre ami Google à chaque mise à jour peut nous mettre dans les roues. Donc ouais, il faut vraiment avoir un œil externe. Et du coup, un peu avec l'audit et les erreurs détectées, quelle a été un peu la stratégie mise en place pour pouvoir tout d'abord résoudre ces erreurs et ensuite faire croître le trafic? Et comme il y avait pas mal d'erreurs techniques, c'est pas grave. Ça arrive, ça arrive. Donc forcément, on en a priorisé un certain nombre pour que, effectivement, notamment sur des trucs tout bêtes, mais de taille des images, de chargement des pages, etc. Nous, on s'est aperçu aussi que c'était pas forcément. Il a fallu qu'on analyse bien nos stats. On s'est aperçu qu'on avait 60% de mobile de trafic. Et ça paraissait pas évident en fait qu'on ait ça, puisque on fait du B2B, donc on aura tendance à penser que si c'est du B2B, les entreprises elles sont derrière un écran d'ordinateur quand elles viennent sur notre site. Sauf que, comme on le disait tout à l'heure, on fait la première chose qui tombe chez nous, c'est de l'informationnel. Et donc l'informationnel, c'est souvent sur mobile, même que vous le traitez et que vous le lisez. C'est pour ça qu'on a ce taux-là. Donc il a fallu beaucoup aussi regarder le côté responsive du site, des articles, etc., pour que ça fonctionne bien, quoi. Super intéressant. Et au niveau un peu, si on rentre dans la partie plus des catégories ou des sujets à aborder, est-ce qu'il y a aussi cet accompagnement que fait l'agence pour recommander des sujets? Oui. J'imagine bien sûr avec les mots-clés qu'ils ont détectés. Oui. Alors il y a vraiment, dans l'audit de départ, de toute manière, il y a les mots-clés sur lesquels vous êtes positionné, ceux que vous souhaiteriez être positionné, bien évidemment, les sujets par rapport à la stratégie de l'entreprise au sens général du terme, donc du coup qu'on va vouloir aborder. Et du coup, on part de là. Et effectivement, là aussi, il y a
c'est très appréciable, c'est qu'on va avoir des gens qui connaissent à la fin tout aussi bien votre secteur d'activité que vous le connaissez. Donc du coup, qui sont proactifs pour vous proposer des sujets et vous dire attendez, Optima, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de ça. Et là, en l'occurrence, la saisonnalité fait que ce serait intéressant qu'on en remette une couche. Donc ça, c'est hyper appréciable aussi, c'est d'avoir... Parce que forcément, on a la tête dans le guidon, on a des sujets, nous, vite, c'est celui-là qu'il faut faire. Ah ouais, mais en fait, mettons-le peut-être celui-là de côté et retravaillons un des anciens parce que c'est l'actualité, c'est la saisonnalité. Et donc ça, effectivement, l'équipe d'Eskimos, notamment, nous a beaucoup aidé là-dessus et continue à nous aider. On travaille aussi sur même les landing pages. Ouais. Pour que... Donc là, c'est un travail croisé, finalement, avec le SIA et le SEO, pour que les landing pages, effectivement, soient le mieux optimisés possible pour que Google... en termes SIA, les fasse remonter les pages et qu'ensuite elles convertissent. Donc là aussi, il y a un travail là-dessus. C'est super intéressant. Je voulais savoir aussi, par exemple, on parle souvent que le SEO, c'est une tactique marketing, une technique marketing long terme. Bien sûr, je vais pas non plus démentir. On peut difficilement dire autrement. Mais mais par contre... est-ce que c'est vrai qu'avec l'accompagnement d'une bonne agence, on peut vraiment accélérer ce process? Oui, moi je vais vous donner un chiffre qui est tout bête. C'est que janvier 2023, on était à 4000 utilisateurs en termes de trafic sur le site. Là, en 2024, janvier 2024, je finis à 14 000. Donc... c'est 12 mois. Alors certes, on peut trouver que c'est long, mais c'est quand même assez court dans la vie d'un site internet et de son référencement naturel. Et il faut savoir qu'on a passé la barre des 8000, qui était notre objectif de départ pour l'année. On l'a passé, je crois, en avril-mai. Quand même. Donc on a fait un double, en fait, en 4 mois. Et ça, pourquoi ça s'est fait? Parce qu'avec Eskimos, effectivement, on avait des mots-clés principaux qu'on voulait travailler, mais comme on a travaillé énormément aussi les mots-clés autour de ce mot-clé de niche. Ce mot-clé de niche, effectivement, on a réussi à se positionner bien au bout de 6-8 mois. Mais par contre, tous les mots-clés de niche qui étaient autour, qui pointaient vers celui-là, eux, on les a tout de suite gagnés, ou quasiment tout de suite. Et donc, du coup, ça fait du trafic, mine de rien, que vous gagnez assez rapidement. En un trimestre, finalement, en un quadrimestre, on a doublé notre trafic. Simplement parce que on avait plein de mots-clés de niche sur lesquels on avait travaillé, où on savait qu'il n'y avait pas une forte concurrence, puisqu'on avait vérifié ça, et on s'est dit, dans ce cas-là, on y va, et de toute manière, ils vont nourrir notre mot-clé principal sur lequel on veut se positionner, mais où il y a déjà de la concurrence, et donc ça fait un appel d'air, tout simplement. Et c'est pour ça que 6-8 mois après, ces mots-clés-là, ces mots-clés de niche-là sur lesquels on voulait vraiment être fort, on est fort. Il a fallu avoir un gros effort de production, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, pour aider les mots-clés principaux sur lesquels on voulait se positionner. Et quels résultats avez-vous vu sur cette stratégie au niveau de l'impact sur les chiffres d'affaires, en fait, dans ce cas-ci, les MQL que vous recherchez? Alors, il y a le trafic du site internet qui a beaucoup augmenté, les leads, au sens large du terme, je crois, ont quintuplé. On a fait x5. On a eu beaucoup plus d'appels aussi. Il faut se douter que, bien évidemment, on est dans le B2B. Donc, on est dans le B2B. On est aussi dans des situations qui sont assez régulièrement, pas dans l'urgence, mais quasiment. C'est-à-dire, mon contrat d'énergie, il va arriver à fin dans 3, 4, 5 mois. Donc, il y a un petit côté urgent. Donc, généralement... l'entreprise va quand même privilégier l'appel téléphonique globalement plutôt que remplir un formulaire sur un site internet. Ça va être plus le cas des plus petites entreprises, donc on va dire l'artisanat, les secteurs de ce type, qui eux effectivement ont un peu la même activité d'achat et cycle d'achat que du B2C finalement. Donc oui, on a eu une grosse augmentation des leads sur les MQL. On a augmenté, mais on est très impacté effectivement par l'actualité et surtout
par rapport à notre secteur d'activité, quand on signe un contrat d'énergie, assez régulièrement, pour les entreprises, c'est pour 24 mois. Ouais. Donc, vous avez une crise, tout le monde a eu peur, tout le monde a renégocié son contrat. Donc là, pendant ce moment-là, on a eu des très très bons scores de MQL. Et puis, une fois qu'ils ont signé leur contrat, du coup, ils sont partis pour 24 mois, globalement. Donc, on retourne un peu sur de l'informationnel. Et donc là, on est un peu plus sur du temps long, sur le MQL, pour avoir effectivement quelque chose. Par contre, dans les autres choses un peu saisonnières sur lesquelles on va travailler le MQL aussi, c'est les reconductions, renouvellement de contrats, qui forcément arrivent à des dates assez classiques, en fin d'année, en fin de semestre. Voilà, ça c'est assez classique. Donc là, du coup, il y a effectivement une communication qui est faite à proprement parler sur ces sujets-là. Renouveler votre contrat par rapport aux opportunités qu'il peut y avoir sur le marché à l'instant T, en fait. C'est super intéressant. Pour entrer dans notre deuxième partie de l'interview, je ne sais pas si tu connais, mais notre format en fait du Market du succès, on a la première partie où est-ce qu'on parle de notre sujet et après ce qu'on essaie de donner aux auditeurs, c'est un petit guide étape par étape pour justement qu'ils puissent ramener avec eux des différentes connaissances. Non, dans ce cas-ci, ce que je voulais te demander, c'est quelles seraient les étapes à suivre pour repositionner une marque comme Optima Energy qui a décidé de faire un changement de positionnement. Quelles seraient les étapes à suivre au niveau SEO, au marketing digital, si tu veux même aller dans le sens plus large du terme? Alors, la première étape, c'est effectivement, avec un changement de positionnement, c'est le plus important, c'est le changement de positionnement, c'est une chose, c'est ce qui va représenter la marque. Mais concrètement, il faut qu'on ait l'offre de service qui aille derrière. Et c'est sur cette offre de service-là que vous allez travailler votre SEO. Parce que c'est à ça que vous allez répondre. C'est-à-dire que dire, je suis un cabinet conseil en stratégie énergétique, ok, d'accord, mais tu fais quoi? Tu fais quoi? À quoi tu sers concrètement? À quoi tu sers? Donc du coup, c'est à ça qu'il faut répondre, en fait. Et une fois que vous avez répondu à ça, que vous savez, que vous avez vos packages d'offres, de services, etc., là, c'est assez simple de définir les priorités, déjà, parce que quand on a plusieurs offres de services, il y en a quand même un certain nombre qui sont plus prioritaires que d'autres. Pour des raisons purement de business, votre business, il se fait plus sur tel ou tel service que sur un autre. Même si vous voulez ouvrir une nouvelle business unit, vous allez quand même mettre le plus de force de frappe dans ce qui tourne actuellement. Donc ça, c'est important de bien avoir cette vision-là déjà, sur quel service vous voulez vous positionner. Et après, c'est du SEMrush, du coup. C'est aller demander qu'est-ce que les gens se posent comme question, c'est sur quoi ils requêtent et comment ils agissent après derrière sur cette requête. Est-ce que c'est des requêtes purement commerciales? Est-ce que c'est des requêtes informationnelles? Est-ce que... savoir qu'est-ce qu'ils cherchent, comment ils le cherchent, ça va être vraiment la deuxième étape, de bien comprendre le cheminement de pensée finalement et d'achat de votre client par rapport à votre service toujours. Et ensuite, on rentre vraiment dans la troisième étape qui est la production et la planification de cette production, savoir combien vous allez être capable de produire et sous combien de temps et avec quelle récurrence, quels sont les mots-clés que vous voulez positionner et avec quelle concurrence vous avez en face. Est-ce qu'il y a des marronniers? Est-ce qu'il y a de la saisonnalité? Donc on peut prévoir d'avance ce qu'on va raconter. Donc ça, c'est vraiment la troisième étape, ça va être la production et l'organisation de cette production-là. Et ensuite, il y a pour moi, en tout cas pour nous ça a été le cas, il y a quand même une quatrième étape, c'est la partie technique, c'est de savoir si votre site internet, il est conforme à ce nouveau positionnement. Bien sûr. Est-ce que techniquement, est-ce qu'il y a les bonnes infos? Est-ce que ça manque pas d'outils? Par exemple, nous, on a créé un nouveau site, on a fait une refonte du site internet pendant l'été, donc avec un lancement en août 2023, et où on a ajouté au site internet. Donc on a redesigné le site internet principalement pour effectivement enlever les bugs potentiels qu'il y avait et les problématiques, comme on le disait tout à l'heure, de délai, etc., d'ouverture des pages. Mais on a ajouté aussi des simulateurs, parce que on a vu que c'était des requêtes qui étaient
très importante de comparer les tarifs, de simuler mes panneaux solaires, de simuler ma subvention C2E. On s'est aperçu que c'était quelque chose. Et donc ça, c'est aussi très important parce que ça, en termes de référencement naturel, ces outils, ils sont hyper importants. Si vous êtes dans un secteur d'activité où les gens, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de comparer, je prends n'importe quel exemple, je sais pas, des assurances auto par exemple, un grand classique, bah ouais, mais il faut que vous ayez un comparateur. Ouais. Vous pouvez pas faire autrement. Et il faut que vous ayez des pages qui parlent de comparateurs en assurance auto pour que ça pointe chez vous. Donc ça, c'est avec je pense que c'est la dernière étape. C'est la dernière étape, c'est est-ce qu'il faut moduler, transformer, optimiser son site internet. Alors je dis site internet, bien évidemment, c'est la même chose pour les réseaux sociaux et pour tous les autres canaux d'acquisition digitaux qu'on peut avoir. Mais là, on parle de référencement naturel, donc on est un peu plus sur le site. Mais donc oui, il va falloir vraiment se poser cette question. C'est super intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous mais de rien, avec grand plaisir. Ton expérience, ton expertise et aussi l'histoire un peu d'Optima Energy. Moi, j'en connaissais pas beaucoup sur le secteur énergétique, donc j'ai appris énormément aujourd'hui. J'espère avoir aidé à vulgariser un petit peu ce secteur, effectivement. Ouais, donc merci beaucoup et on se reverra à la prochaine alors. Avec un grand plaisir. Merci, à bientôt. Merci bien, à bientôt.